Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons de Ravenscraig. Êtes-vous prêt pour une autre année d'histoire de fantômes? Avec plus de 200 cas de fantômes répertoriés, Montréal est sûrement la ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, nous vous parlons de Ravenscraig, un lieu morbide avec une histoire dérangeante. Mais avant de se lancer dans cette histoire, je vous encourage à vous abonner à nos capsules et activer les notifications pour n'en manquer aucune. Et maintenant, parlons fantômes. Ravenscraig est un manoir sur l'avenue des Pins, actuellement utilisé par le département de psychiatrie de la faculté de médecine de l'Université McGill. Maintenant connu sous le nom d'Institut Allen Memorial, il s'agit d'un domaine terrifiant qui, dit-on, est particulièrement hanté. On sait que des voix torturées et désincarnées font écho dans les couloirs. Non seulement les gardiens refusent souvent de nettoyer les morgues terrifiantes de l'immeuble, mais parfois une lumière mystérieuse apparaît la nuit dans la coupole de la tour principale qui surplombe le campus de McGill. Selon un article paru dans le McGill Tribune, les bâtiments supérieurs du campus de McGill, au-dessus de l'avenue Dr. Penfield, semblent être les plus infestés de tous. En particulier, l'Institut Allen Memorial. Dans les années 1950 et 1960, les expériences MKUltra, partiellement financées par la CIA, ont soumis des patients à des électrochocs, des privations sensorielles et des lobotomies. Les expériences ont également forcé les patients à écouter des messages radiodiffusés provenant de haut-parleurs ou sous leurs oreillers. Ainsi, ce bâtiment rappellera à jamais leur passé torturé. Il y a également des rumeurs qui disent qu'un cimetière secret pour enfants existerait derrière la propriété, juste par-delà le mur de pierre, et bien sûr serait hanté. En bas d'une pente qui mène au chemin Olmsted sur le Mont-Royal, cette zone rocheuse et boisée est populaire auprès des médiums et des enquêteurs du paranormal. On y voit souvent des personnes mystérieuses effectuer la nuit des rituels étranges impliquant souvent des bougies votives. Selon la rumeur, les enquêteurs entendent parfois des voix désincarnées d'enfants qui pleurent. Les survivants d'horribles expériences de lavage de cerveau affirment que des enfants victimes ont été secrètement enterrés à cet endroit, hors de la vue du public. Compte tenu de ces rumeurs effrayantes, les patients en santé mentale craignaient d'être traités à l'Institut Allen Memorial, et pour cause, étant donné son histoire dérangée. Ravenscraig a été construit en 1863 par Sir Hugh Allen. Banquier extrêmement riche et entrepreneur d'origine écossaise, Allen a utilisé ses relations politiques pour obtenir des contrats favorables et des subventions pour ses entreprises et était connu pour exploiter ses travailleurs, y compris des enfants, dans ses usines. En 1860, Sir Hugh acheta 14 acres sur les pentes du Mont-Royal pour 10 000 $ de la succession de Simon McTavish. Construit dans le style d'une villa de la Renaissance, Ravenscraig se compose de 72 chambres luxueuses réparties sur 5 étages et décorées dans le style de l'époque victorienne. Le manoir comporte également une imposante tour avec un observatoire dans la coupole d'où Sir Hugh avait l'habitude de surveiller avec un télescope ses navires dans le port de Montréal. Lors de sa construction, Ravenscraig a également été équipé d'un éclairage au gaz et de la technologie de plomberie et de chauffage la plus avancée disponible à l'époque. C'était la maison la plus luxueuse de la ville et on y organisait des fêtes décadentes pour certaines des personnes les plus prestigieuses et les plus riches, y compris des membres de la famille royale. À sa mort en 1882, alors qu'il rendait visite à son gendre à Édimbourg, il était l'un des hommes les plus riches du monde, avec une fortune estimée entre 8 et 12 millions de livres sterling. Son fils Montagu a hérité du manoir Ravenscraig.
Après le décès de celui-ci en 1940, son épouse en a fait don à l'Université McGill. Ravenscraig a alors été vidé de son intérieur luxueux et transformé en un hôpital psychiatrique appelé l'Institut Allen Memorial. Grâce au fonds de la Fondation Rockefeller, le Dr. Ewen Cameron, fondateur du département de psychiatrie, en a été nommé directeur. Au début des années 50, avec le début de la guerre froide, la CIA était convaincue qu'il était crucial d'apprendre à laver les cerveaux des personnes après le succès apparent des Chinois pendant la guerre de Corée. En effet, quelques prisonniers de guerre américains avaient fait des aveux inexplicables en louangeant publiquement le communisme et dénonçant les États-Unis. À partir de 1950, la CIA a contacté des psychologues, médecins et toxicologues et s'est lancée dans plusieurs projets de contrôle mental, tels que les projets Bluebird, Artichoke et MKUltra. En 1957, la CIA a réussi à recruter le Dr. Cameron qui cherchait à savoir si les médecins pouvaient effacer l'esprit d'une personne et lui faire adopter de nouveaux comportements. Le but de son expérience de lavage de cerveau était de découvrir les techniques qui pourraient détruire l'espace-temps d'une personne afin de le reprogrammer. Le Dr. Cameron et son collègue, le Dr. Hebb, ont commencé l'expérience avec 22 étudiants volontaires rémunérés. Chaque étudiant fut placé dans un lit dans une cabine éclairée et a été contraint de porter des lunettes de protection opaques, des menottes en carton et de se coucher la tête dans un oreiller en mousse en forme de U, limitant la stimulation audio. La plupart des sujets ont laissé tomber au bout de quelques heures, se plaignant que leur présence dans l'appareil leur faisait penser à une forme de torture. La plupart avaient également eu des hallucinations similaires à celles associées à des drogues comme le LSD. Le Dr. Hebb a conclu que même la privation sensorielle à court terme avait un impact dévastateur sur le psychisme humain, notant que l'identité même des sujets commençait à se désintégrer. Conscient de ce potentiel, Dr. Cameron a déplacé les essais de recherche en phase 2, ce qui exigeait des sujets qui ne pouvaient pas partir, contrairement aux étudiants volontaires. Dr. Cameron a commencé à accueillir des patients au Allen Memorial pour leur participation à leur insu. Pour ces sujets, Dr. Cameron a choisi des personnes souffrant de problèmes mentaux et émotionnels mineurs, tels que des troubles anxieux ou une dépression postpartum. Il a mis au point et testé 3 procédures psychiatriques majeures sur ces patients, en commençant par la technique de déstructuration. Son hypothèse selon laquelle les schémas de comportement des gens pouvaient être effacés et remplacés par d'autres. Pour tenter d'effacer leurs souvenirs et leur personnalité, Dr. Cameron les soumettait à des séances d'électrochocs brutales, bien au-delà de la norme des hôpitaux psychiatriques, en termes de fréquence, durée et de tension. Sa deuxième technique en était une d'isolement sensoriel, consistant à mettre les sujets dans une boîte scellée où ils recevraient le moins de stimuli sensoriels possible. Leurs yeux et oreilles étaient couverts, leur corps était rembourré et tout mouvement empêché. Cela pouvait causer une forme de privation de sommeil et la désintégration de la personnalité. Dr. Cameron a ensuite utilisé cette troisième technique, une tentative de reprogrammation appelée conduite psychique. En utilisant de puissants médicaments, il plaça les patients dans 15 à 30 jours de sommeil induit presque sans interruption. Ces patients furent forcés à écouter des messages préenregistrés en boucle jusqu'à 16 heures par jour, dans le but d'implanter la nouvelle personnalité souhaitée dans leur psyché. Cameron a largement réussi à effacer l'identité de ses patients, mais n'a pas été en mesure d'implanter les nouvelles personnalités souhaitées. Beaucoup d'entre eux ont subi des lésions cérébrales permanentes. Une étude commandée par son successeur en 1967 a révélé que beaucoup des patients testés souffraient d'amnésie permanente, d'incontinence, d'aphasie, et certains ont même oublié leurs parents ou cru que les interrogateurs étaient leurs parents. Les travaux du Dr. Cameron ont tellement impressionné la CIA que ces techniques sont devenues au cœur de sa méthodologie de torture et ont été utilisées au Vietnam et plus récemment dans la prison d'Abu Ghraib en Irak et à Guantanamo Bay. La plupart des cobayes non consentants du Dr. Cameron n'ont découvert ce qui leur avait été fait que 20 ans plus tard, ce qui a rendu très difficile l'obtention d'une indemnisation.
Quelques-uns des plus de 300 anciens patients de Cameron ont engagé des poursuites, mais ont été longtemps bloqués par le gouvernement canadien qui avait également contribué au financement des expériences. La raison pour laquelle le Dr Cameron a été capable de mener de telles expériences cruelles pendant près d'une décennie s'explique par le prestige dont il jouissait comme un des psychiatres les plus éminents en Amérique du Nord. Il avait siégé au tribunal médical lors des procès de Nuremberg et avait été président des associations de psychiatrie du Québec, du Canada, des États-Unis et du monde. Après sa carrière cruelle et déréglée, Cameron est mort lors d'une crise cardiaque en montagne avec son fils le 8 septembre 1967. Aujourd'hui, malgré son horrible passé, l'Allen Memorial continue de fonctionner comme un établissement psychiatrique et abrite des services de consultation externe. Les services aux patients hospitalisés ont récemment été fusionnés dans les installations de l'Hôpital général de Montréal. L'Allen Memorial ne propose désormais plus que des services psychiatriques et psychologiques ambulatoires, notamment des cliniques de jour, des programmes et des services administratifs, y compris la thérapie cognitivo-comportementale. Heureusement, il n'y a plus de lit au Allen. Anne Diamond, une survivante des expériences du Dr Cameron, suggère qu'il y a des tombes non marquées dans la zone forestière derrière le Allen Memorial Institute. Elle écrit « Ces tombes non marquées sont un grand secret. Il n'y a aucune preuve matérielle que des enfants y sont enterrés, mais certains auraient été des enfants des Premières Nations dans les expériences de Cameron entre 53 et 64. D'autres venaient de foyers brisés ou étaient orphelins. De toute évidence, ils ne sont pas aménagés pour attirer l'attention. Mais nous pensons que 17 à 25 enfants ont été enterrés là-bas. Officiellement, cela n'est jamais arrivé. De nombreux documents ont cependant été détruits et McGill est très occupé à cacher les preuves et à veiller à ce que les témoins et les survivants restent silencieux. Qu'il s'agisse de libelles d'une survivante du Allen Memorial ou s'il y a effectivement des enfants enterrés, il est possible de spéculer. Dans l'article de Brenda Knorr intitulé « Location of Mass Graves of Residential School Children Revealed, Independent Tribunal Established », elle fournit une liste de cimetières cachés au Canada où des enfants des Premières Nations décédés dans ces pensionnats ont été secrètement inhumés. Ces pensionnats avaient été conçus pour commettre un génocide culturel contre les peuples des Premières Nations, en dépouillant les parents de leurs enfants et en obligeant ceux-ci à abandonner leur langue et leur culture autochtone pour adopter des valeurs chrétiennes austères. Le taux de mortalité des enfants dans certaines institutions atteignait le 60%. Sur la base des témoignages de survivants de ces horribles institutions, ils ont été répertoriés dans Hidden from History, The Canadian Holocaust, de Kevin Annett. Inutile de dire que les informations suivantes apparaissent sur la liste de cimetières cachés. Montréal, Allen Memorial Institute. Université McGill, toujours en activité depuis son ouverture en 1940. Centre expérimental MK Ultra, fosse commune d'enfants tués au nord du bâtiment, sur les pentes sud du Mont-Royal, derrière un mur de pierre. Au fil des ans, il y a eu de nombreuses discussions à voix basse sur les raisons pour lesquelles le gouvernement n'enquête pas sur cette situation. Il ne fait aucun doute que les expériences dérangées du Allen Memorial ont également influencé les imaginations fertiles. The Manchurian Candidate, traduit par Un crime dans la tête, le roman de Richard Condon, s'inspire de ces expériences et a été publié en 1959. Il s'agit d'un thriller politique sur le fils d'une famille politique américaine éminente qui subit un lavage de cerveau et devient un assassin à son insu dans le cadre d'un complot communiste. Le roman a été adapté à 2 reprises en long métrage, en 1962 avec Frank Sinatra et de nouveau en 2004. La version de 1962 est la plus fidèle au livre. À ce jour, le sujet effrayant fait encore l'objet de discussions sur les médias sociaux. On peut parler d'une histoire active. De ce fait, en novembre 2022, l'Université McGill a indiqué qu'elle commencerait des discussions avec les groupes autochtones ayant soulevé leurs inquiétudes face aux tombes non marquées, après un jugement selon lequel des travaux d'excavation pourraient causer des dommages irréparables.
Le juge Gregory Moore a depuis ordonné l'arrêt des travaux sur le site jusqu'à ce qu'un plan de recherche archéologie soit établi, comme il se devrait. Qu'il existe ou non un cimetière caché sur le site de la montagne est encore inconnu pour le moment. Une chose est certaine, jusqu'à ce que quelqu'un descende avec une pelle et commence à creuser, c'est un mystère qui restera sans solution. Voilà qui était notre petit tour d'horizon de Ravenscrag. Si vous avez des histoires à partager au sujet du Allen Memorial ou de ses environs, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications. D'ici samedi prochain, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert, on ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.